Financièrement, je me vois stable à 30 ans, tu vois. Et là, c'est pour ça que... T'es un bâtard, j'ai 30 ans, moi. Ah, pas stable, là. J'aimerais un jour faire le milliard, tu vois, et pourquoi pas être milliardaire, mais c'est pas pour l'argent, c'est pour le projet. Je crois qu'il y a 1000 milliardaires dans le monde, et tu te dis, en fait, comment il a réussi à être milliardaire, tu vois. En même temps, à la base, pâtissier. Et c'est ça, moi, qui me ferait kiffer. Tout le monde dit l'entrepreneuriat, c'est dur, mais tout le monde kiffe. Elle est où la couille? C'est pas tous les jours facile, quand tes potes ils sortent, ou t'animes une soirée, même un dîner client, parce que tu devais le faire. Mais en fait, quand tu vois que t'as réussi ton objectif et ta mission, et que ton client, il est content, ah ouais, tu te dis, en fait, t'as une vraie valeur. Les amis, avant de vous présenter ce podcast, je voudrais remercier notre partenaire du jour. C'est Conto, le compte pro qui simplifie vos finances pro. Conto simplifie le quotidien bancaire des PME et des indépendants en offrant un service de création d'entreprise et un compte pro 100% en ligne, des outils de facturation, de gestion de comptabilité et de gestion des dépenses. Avec un produit innovant, un service client hyper réactif et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des tarifs transparents, Conto est naturellement devenu le leader européen de sa catégorie. Aujourd'hui, c'est déjà 1 demi-million de pros qui sont déjà clients de Conto. D'ailleurs, on a reçu son CEO Alexandre Pro il y a un peu plus de 3 ans, à l'époque où Conto n'était pas une licorne. C'est l'épisode 31 pour mieux comprendre leur vision avant-gardiste. Bref, si vous souhaitez ouvrir un compte pro, ça vous prendra 10 minutes seulement et ça se passe sur leur site conto.com. Conto.com. Encore un grand merci à Conto de nous permettre de vous proposer cet épisode qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre et à miser sur vous. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, on va parler de boulangerie, pâtisserie, car oui, on avait déjà reçu, j'avais eu le plaisir de recevoir Rodolphe Landemaine, quelqu'un que mon nouvel invité connaît bien. Comment vas-tu, Adrien ? Ça va super, et toi? Merci de me recevoir ici dans ce beau lieu du Portales. Ouais, magnifique. Et la confiance qu'il nous accorde de tourner ici, c'est vraiment hyper agréable. Et je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ce beau vendredi. Ouais. Bon, on va mettre les termes. On a prévu ce podcast à 23h hier soir. On a prévu ce podcast à 23h hier soir. Les amis, soyez opportunistes, bordel de merde, je le dis, mais 100%, c'est un beau mot, l'opportunité. Ouais, c'est clair, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord avec toi. Bon, je te laisse te présenter, cher Adrien. Bah écoute... on a compris que tu es entrepreneur, mais encore. Alors moi, écoute, j'ai 25 ans. Je suis dans la pâtisserie maintenant depuis 10 ans. J'ai fait mon apprentissage classique dans des petites boulangeries suite à des conseils de très grands chefs, dont Christophe Michalak qui m'avait très très bien conseillé. Et ensuite, du coup, j'ai fait mon apprentissage de 2 ans dans une petite pâtisserie à côté de chez moi, où chez mes parents étaient à Meaux. Ensuite, je suis parti chez Karl Marletti à Paris dans le 5e. Très très bonne pâtisserie très luxueuse, tu vois, pâtisserie pure. Ensuite, je suis allé chez Storer avec Geoffrey Cagne. Puis je suis allé chez Pascal Café, un meilleur ouvrier de France à Troyes, où j'ai fini mon BTM. Ouais, j'ai pas mal bougé. Ouais, j'aime bien, tu dis ça, où tu as fini ton BTS. Donc là, tu as là, j'ai fini mes études. Ouais, là, j'ai 19-20 ans. Okay. Et du coup, ensuite, je retourne chez Karl Marletti. En vrai, première expérience en tant que salarié. Puis je pars au bout de 8 mois, je vais directement je vais au Hayat avant de passer chez Landemaine. Je vais au Hayat avec Julien Rive-Torrens. Et ensuite, là, je rejoins les équipes de Rodolphe Landemaine, dans cet empire de pâtisserie parisienne, où je prends le poste de recherche et développement, avant de me lancer à mon compte dans le consulting, où j'ai pas mal bougé, j'ai pas mal kiffé. J'ai vraiment apprécié masterclass à l'étranger, la Chine, les États-Unis, l'Arabie, le Sénégal, les Émirats Arabes Unis. J'en ai fait quand même pas mal, l'île Maurice. La Chine, quand même, très très bonne expérience. Et le Kazakhstan aussi. J'ai fait une ouverture. Voyage. Je suis curieux. La passion en vrai de découvrir d'autres cultures, tu vois. Même culinairement parlant ? Ouais, culinairement parlant et culture gustative. On est quand même des champions. Ouais, en vrai, on est très calés. Ouais, pour le coup, on est très calés. C'est pas surcoté, c'est-à-dire que je sais que les gens nous voient comme très bons. Tu vois, moi, un truc tout con, j'ai vécu à l'étranger 5 ans quand je suis revenu en France. T'étais où ? Et j'ai fait 4 ans au Canada, en Chine. À Shanghai, ouais. Mais mec, je suis revenu, je faisais du lèche-vitrine sur les pâtisseries. Tu sais, les pâtisseries, c'est magnifique. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Et donc du coup, je te repose la question un peu, mais c'est un art qu'on maîtrise parfaitement. Ouais, en vrai, en gastronomie, en France, on est quand même hyper calé. Pâtisserie, pareil. Pâtisserie, surtout, tu vois, genre, on a des super sommeliers dans le vin, le fromage.
Pour ceux qui mangent la charcuterie, la boucherie. Donc en vrai, non, tu vois, la France est quand même hyper calée. Et en vrai, ça s'exporte énormément dans le monde, tu vois. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui idolâtrent la France sur ce côté, on va dire, culinaire et gastronomique. Et c'est hyper intéressant, nous, quand par exemple, pâtissier ou cuisinier, on voyage à l'étranger. Et c'est justifié en vrai. Ouais, bien sûr. Ouais, je voulais juste savoir sur... est-ce que tu te sens porteur d'une mission, c'est-à-dire porteur de... Je sais pas si c'est de l'héritage de la culture française, mais ouais, le savoir-faire français, l'artisanat français. Ouais, en vrai, j'ai envie de continuer à transmettre le savoir-faire français, comme on me l'a fait quand j'étais plus jeune, durant mon apprentissage et on va dire tout mon cursus, on va dire, de pâtissier. Parce qu'on a une des plus belles écoles gastronomiques dans le monde, culinairement parlant, donc c'est hyper important. Et en fait, je prends encore énormément de plaisir à faire des masterclass. Comme là, il y a encore un mois en Arabie Saoudite, j'ai vraiment adoré. Ils respectent énormément les valeurs françaises et la pâtisserie française, donc c'est un vrai moment de plaisir. En anglais, tu fais ça? Ouais, en anglais un peu, ouais, je touche ça. Bon, j'ai appris sur le tas l'anglais du coup, plus à la pâtisserie, ouais. Bon, c'est une très bonne entrée en matière et clairement, on va parler d'éducation et de retransmettre. Je pense qu'on se rejoint un petit peu là-dessus. Ouais, je pense, ouais. Avant ça, j'ai envie de te poser, je vais être clivant. Est-ce que tu es riche? Il y a plein de termes de riche. Allez, ça va broder. Non, vrai, non, pas du tout. Je pense pas être riche et en vrai, on va dire que la définition de l'argent, c'est pas que le projet. J'ai envie d'être riche, en fait, de pas me dire qu'il faut compter. Pour moi, c'est ça vraiment la vraie définition d'être riche. Ou pas encore? Ouais, encore. Encore Ouais, bah, sinon, il y aurait plus de challenge. Tu vois, si à 25 ans, tu commences à plus compter. T'as des challenges financiers dans ta tête? Ouais, j'ai envie de me dire qu'il y a une société, on y est très proche avec IGA Innocence, de vraiment faire le million avec une société. J'ai vraiment envie de passer ce cap, tu vois. Ouais. C'est vraiment le million, c'est tout entrepreneur, je pense, a envie de le faire. C'est symbolique? Je pense, ouais. Après, pour moi, c'est symbolique parce que tu penses que c'est pas un million dans ta tête. Oui, non, dans ma poche, ouais, bien sûr. Non, dans ta tête, peut-être. Oui, dans ma tête, ouais, non, bien sûr, non, mais ouais, je pense que c'est assez symbolique d'une entreprise qui fasse le million d'euros. Et après, ça t'aide à la développer, tu vois. Tu as plus facilement de crédit, tu peux élever des fonds plus facilement et plus rapidement. Donc, en vrai, je pense que c'est important. Mais riche, non, j'aimerais bien, mais 30 ans, je pense que financièrement, je me vois stable à 30 ans, tu vois. Et là, c'est pour ça que... T'es un bâtard, j'ai 30 ans, moi. Je suis pas stable, là. Ici, t'es très stable. Regarde, tu fais plein de choses que... Non, mais on ne parle pas d'âge. Et en vrai, chacun son chemin. Et en fait, si je te parle d'argent, j'ai envie qu'on recommence un peu. En fait, je veux te parler de l'entrepreneuriat. Je veux savoir... On va un peu globalement, j'ai 2 questions. C'est quand est-ce que tu as entendu parler d'entrepreneuriat, toi, la première fois que tu as assimilé ça en te disant, je peux le faire? Et la deuxième question, c'est... l'argent, si c'est pas... Est-ce que c'est une finalité? Est-ce que c'est une source de motivation? Qu'est-ce que ça représentait au début versus même encore aujourd'hui? Allez, tu as 1 heure. Pour moi, l'argent dans une entreprise, ça t'aide à développer, à aller beaucoup plus rapidement. Et là, je l'ai vu, tu vois, sur le projet IGA avec... du coup, je suis associé avec Dorian, mon associé qui est aussi sur Attends, Innocence. explique-nous IGA. Qu'est-ce que c'est? IGA, du coup, c'est un sucre de fruits. Okay. Du coup, on prend les fruits qui sont déclassés dans les grandes surfaces, on les récupère pour éviter le gâchis, et de ça, on extrait le fructose. Et nous, en fait, on le transforme. Je dis OK, mais j'imagine. Ouais, t'imagines. Je vois dans ton regard, t'es en train de me dire, est-ce qu'il a vraiment capté? Et du coup, on extrait le fructose du fruit, du coup, en usine, en industrie, et il est en format liquide. Donc, en format liquide, il a un indice glycémique qui est super bas, qui est à 11,9, donc qui est vraiment hyper bénéfique pour les diabétiques. Et après, maintenant, on le fait en poudre. Du coup, là, il sort là, dans quelques semaines pour après rentrer dans les grandes surfaces, la partie GMS. C'est B2B ou B2C, du coup, pour le moment? Les deux. Moi, je vais vraiment m'occuper de la partie B2B pour tout ce qui est grande surface, magasins et tous les gros distributeurs. Et Dorian, toute la partie B2C, vraiment site internet, tu vois, tout ce qui est ménagère, vraiment pour ceux qui veulent s'éclater chez eux. Donc c'est un super beau projet. Et ouais, tu disais les thunes dedans, hyper important. Et les thunes, du coup, notre troisième associé, Léo, en vrai, il m'a vraiment appris ça, que l'argent, ça te fait passer un step. Tu vois, tu passes beaucoup moins de temps, surtout sur des projets qui sont colossaux comme ça, pour
appeler les designers, pour appeler les graphistes, pour lancer les productions, négocier des meilleurs coûts, le packaging, tu vois, le transport. Quand tu as de l'argent, tu peux acheter des meilleurs coûts et faire plus vite, plus rapide, plus efficace. Et en fait, tu continues à accroître et tu n'as que des croissances exponentielles. Ok. Et attends, tu as créé quand IGA? IGA, du coup, en gros, c'est Léo qui l'a créé. Et nous, on est rentré, et on a racheté des parts avec Dorian il y a à peu près 6-7 mois. Okay. Et du coup, on a pas mal bossé dessus. Du coup, on était un peu bloqué avec les fonds, tu vois. Ouais, et en gros, là, on travaille énormément dessus. Donc là, le sucre en poudre arrive. Et après, on fait vraiment une belle gamme, tu vois, assez gourmande et réconfortante sur tout ce qui est pâte à tartiner, tout ce que tu peux retrouver. Tu vois, vraiment faire quelque chose de très, très réconfortant. Des oursons, des sablés, des guimauves, les beaux oursons guimauves, tu vois, vraiment un truc cool sans que tu te dises je peux pas manger de sucre parce que je suis diabétique. Okay. Et en gros, mais pour tout le monde, tu vois, ça c'est vraiment juste sur là-dessus le persona type que, en gros, votre mission c'est de rendre accessible des bons produits, mais à des diabétiques, donc baisser le taux de glycémie qu'il y a dedans. Ouais, l'indice glycémique, du coup, vraiment le réduire de façon drastique, parce que là, le sucre blanc, il est à 65, tu vois, donc c'est quand même énorme. Et c'est combien pour s'en rendre compte avec IGA? IGA, le sucre liquide, c'est 11,9 et le sucre en poudre, c'est aux alentours de 25, l'indice glycémique. Donc, tu vois, tu réduis quand même énormément. Et en vrai, mais même pour tout le monde, tu vois, moi, je m'en suis rendu compte que le sucre, c'est hyper mauvais. En vrai, il y en a beaucoup de médecins disent que ça vraiment empoisonne une drogue. Tu deviens hyper dépendant du sucre. Et à côté de ça, pour tout le monde, c'est alors qu'il fait des pâtisseries. Enfin, ouais. Excuse-moi. Hein. et du coup, et après surtout aussi pour tu vois, les personnes qui font attention, les sportifs de haut niveau ou sportifs, tu vois, réguliers, le mec qui va courir, il veut faire attention, ça va être vraiment un beau projet. Dis-moi, quand est-ce que tu as entendu le mot entrepreneur? Et là, tu peux, tu nous as parlé. Attends, t'as créé combien de boîtes? Il y a ton nom à combien de cabis? Du coup, le consulting. Ok. NoSense, IGA. Là, je lance un projet qui va être assez cool avec un ami, puisque ça fait longtemps que je voulais faire ça. C'est une marque de vêtements. Ça va sortir dans pas longtemps. Rien à voir. Okay. Vraiment, c'est que du kiff. Avec un croissant ou... Comment? Le logo, c'est pas un croissant? Non, pas du tout. Ça sera des belles fleurs. Thème floral. Et du coup, 4. Et là, il y a peut-être un nouveau projet de pâtisserie qui arrive. Je pense. Je sais pas encore. À Paris. Et après, je veux vraiment partir dans le monde. L'Afrique, principalement. Ah, l'Afrique. Ouais. Okay. Je pense que c'est un magnifique terrain de jeu. Et moi, je suis parti au Sénégal et au Kenya. J'ai adoré. Et vraiment, ça serait un plaisir de retourner en Afrique et en Asie aussi. Tu vois, la Chine, j'ai vraiment kiffé. Donc, tu me racontais, tu as fait ton BTS, tu as fini, et tu as commencé à bosser, et ensuite, tu as quitté pour monter ta boîte de conseil? Ouais. C'est ça? En gros, je suis parti de chez Landman. Ouais. J'avais vraiment pas de travail derrière, mais j'avais énormément de demandes pour du consulting. Tu vois, dans les entreprises. Ouais, c'est quoi? Vas-y, explique-moi. Ok, ouais. Du coup, le consulting vraiment que j'ai fait pendant 2-3 ans, c'était fixer un besoin du client, une boulangerie, un hôtel, un restaurant. En plus, ça tombait dans la période Covid. Du coup, tu vois, ils avaient quand même pas mal de temps. Il y a beaucoup qui se sont remis en question. Donc, c'était vraiment cool. Et c'était vraiment fixer le besoin, définir, on va dire, ce qui marcherait à l'heure actuelle dans le secteur. Tu vois, parce que tu vas pas... Je fais jamais pareil, par exemple, dans un quartier du 16e que Rouen, que par exemple à Orléans. Ouais, vraiment, démographique, tu cibles. Et après, une fois que tu es dans la pâtisserie, rationaliser les coûts, expliquer aux patrons, aux salariés que c'est mieux de faire comme ça, passer avec ses fournisseurs. Donc en vrai, c'était vraiment une très très belle mission. J'ai vraiment kiffé et je le fais encore actuellement chez quelques clients avec qui j'ai encore gardé de très bons contacts. Et vraiment l'étranger maintenant, tu vois. C'est ouf parce qu'en fait, c'est ton sens du business et non pas la pâtisserie. En fait, la pâtisserie, c'est le terrain de jeu. Mais c'est le sens du business qu'on a quand tu as voilà, c'est ça, voulu avoir. Exactement. Tu te sentais entrepreneur là? Comment? Tu te sentais entrepreneur à ce moment-là ou pas? Oui et non. En fait, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Donc, ouais, tu vois, il y a toujours ma famille, mes potes qui vont me dire « Ouais, mais tu coupes vraiment jamais parce que tu es avec le téléphone. » Je pense que c'est pareil pour toi. Tu vois, hier, quand on a vraiment... on a organisé, le truc, c'est tu coupes jamais. Mais c'est vraiment cette liberté de se dire que t'as pas de patron et en fait, tu choisis et t'as des vrais steaks, tu vois. Mais pour autant, t'embauches personne à ce moment-là?
Ouais, non, bah non, là, vrai, non, j'embauche personne. Je travaille. En vrai, les seules personnes avec qui j'ai travaillé, j'avais travaillé avec pas mal de graphistes pour faire toutes les fiches techniques, où j'ai énormément délégué. Et ensuite, non, bah après, je travaillais avec personne. Freelance, c'est ça? Ouais, en fait, je déléguais à des freelances que je connaissais d'avant. Ils me faisaient toutes les fiches techniques. Comme ça, je m'améliorais, je gagnais du temps. Moi, je trouve que j'avais plus de temps sur la pratique. Comme ça, j'enlevais toute cette partie théorie. Et mais non, c'était vraiment cool. J'ai vraiment kiffé. Et en fait, je pense que c'est ça vraiment qui m'a donné l'envie de continuer et là, d'être vraiment à mon compte et de faire que ça. Ben, quand tu dis l'envie, donc j'ai bien compris, il y a la liberté. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une limite tu vois, est-ce que c'est la limite? Je vais titiller, est-ce que tu avais le seum quand qu'on te sollicite pour ton aspect business et pas pour ton aspect artistique, culinairement parlant? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, parce que en vrai, la pâtisserie, c'est ma passion. Tu vois, j'ai commencé à 14-15 ans, mais je sais que je suis pas du tout le meilleur pâtissier. Il y a des pâtissiers qui excellent dans le monde et à Paris. Il y a des consultants qui sont à des années-lumière de moi. Okay. Moi, vraiment, ce que j'aime faire, tu vois, c'est des gâteaux simples, bons, gourmands, bien travaillés et prendre du plaisir. Tu vois, en fait, moi, c'est plus le contact, tu vois, avec le client qui va se passer. Faire en fait, créer des liens avec ce client, tu vois. Et en fait, chaque client n'est pas pareil. Sinon, j'aurais travaillé dans une académie où je faisais toujours les mêmes clients. On venait à moi, je faisais les mêmes programmes. Et en fait, je faisais tous les jours la même chose. Tu vois, mais un peu l'effet bullshit. Je voulais vraiment pas ça. Je voulais partir chez le client. Et en fait, dès que tu vas chez un nouveau client, dans une nouvelle boutique, t'es confronté à toi-même, tu te remets toujours en question parce que tu vas pas pouvoir faire ce qui marche, tu n'auras pas les mêmes fours, tu n'auras pas les mêmes matières premières. Tu vois, quand je fais à l'étranger, bah, tu n'as pas la même crème, tu n'as pas le même beurre, tu n'as pas du tout les mêmes conditions. En Chine, il faisait hyper humide, en Arabie, il faisait hyper sec, au Kazakhstan, c'était le climat parfait. Donc en vrai, c'est jamais pareil. Et en fait, quand tu vends une prestation, tu dois t'assurer que ton client qui est payé, il doit être hyper content de ta prestation. Tu vois. Est-ce que est-ce que tu es dans le business de la pâtisserie ou de l'humain dans ce cas-là? Tu vends des produits ou tu vends des émotions? Bah des deux, en vrai. En faisant des bons produits, tu vends des émotions. Et c'est l'émotion qui te fait plus kiffer. Bah c'est l'émotion qui t'anime, tu vois, genre quand j'ai commencé, du coup j'avais 20 ans, 21 ans et je faisais une nouvelle gamme, je me tuais pour les clients. Je le fais encore. Hein. Et que les clients ils t'appellent, ils disent ah vraiment merci beaucoup, on a passé des super fêtes de fin d'année, on a tout vendu, c'était un réel succès, on a eu des bons retours. Toi tu dis que tu as une vraie valeur ajoutée et tu y es pour quelque chose et ça me fait plaisir. En vrai, je me dis je fais pas peut-être des gâteaux de ouf. Bon, je pense que tu vois sur mon Insta, les gâteaux sont assez cool. Hein. Ils sont pas mal quand même. ouais. Mais je sais pas à qui tu te compares. Moi, j'ai pas de grande rêve. Non, il y a des mecs qui sont vraiment forts. Hein, ouais. Et mais vraiment, tu vois, c'est vraiment ce côté rencontrer des clients. J'ai des clients, je les vois tout le temps. J'ai un super client, Boulangerie La Marquise, Hakim Bouada, c'est un mec en or. Et en fait, maintenant, ça devient presque un mentor, tu vois. C'est des potes ou pas tes clients? C'est pas des potes, il y a quand même le respect. Je continue à le vous voyez, tu vois, il y a le respect. Ouais, vraiment, avec lui, il y a le respect de clients. Mais vraiment, c'est un mentor, tu vois. Dès que j'ai des questions, je lui pose. Il va m'appeler pour me demander. En fait, c'est ce partage, tu vois, c'est vraiment incroyable cet échange. Et c'est ça que je veux procurer. Dans le consulting, déjà, je sais pas si tu veux répondre, mais tu gagnais bien ta vie à ce moment-là? Ouais, je gagnais bien ma vie. C'est quoi bien gagner? Bien gagner ma vie, c'est... Après, on parle de chiffre d'affaires, mais en gros, j'ai commencé... à 21 ans. J'ai commencé à 21 ans. Je me rappelle, je facturais 200 € la journée. Et à la fin, comme j'apportais mes clients et du bouche à oreille, j'ai réussi à facturer 700-800 € la journée. Ouais. Et donc, tu bossais quoi? Tu faisais 10K, 20K par mois 20-25 jours par mois, ouais. Pas tout le temps. Après, en fait, cet argent m'a permis... vraiment, on va dire, d'économiser pour lancer ces projets. Par exemple, NoSense, on y reviendra après, mais on a fait 0 crédit, 0 levée de fonds pour se lancer. Et en même temps, énormément voyager. J'avais vraiment cette liberté de voyager, de profiter, vraiment de vivre la vie, tu vois, sans compter, mais en étant, tu vois, en relativisant. Okay. On n'en a pas parlé juste, mais tu viens d'un milieu, genre, l'argent a été un sujet pour toi quand tu étais plus jeune? Non, vrai, parce que j'ai une éducation parfaite. Je remercierai, je pense, jamais mes parents assez pour ça, parce qu'on a eu tout ce qu'il fallait, on est toujours partis en vacances, on avait vraiment une belle vie, ils ont vraiment travaillé. En fait, ils ont vraiment mis leur emploi du temps pour notre réussite avec mon frère et ma sœur. Donc,
ma mère, elle travaillait 4 jours par semaine pour qu'on fasse des activités le mercredi, samedi, dimanche. Okay. Et mon père faisait une semaine sur 2 ou des fois travaillait de nuit pour nous garder. Donc vraiment, l'enfance parfaite, j'ai pas à me plaindre, mais sans trop avoir, tu vois. Et t'entreprends... Tu sais pourquoi t'entreprends? Tu m'as parlé de liberté, mais est-ce qu'il y a un truc qui est plus fort? Est-ce qu'il y a des messages à renvoyer? De la fierté, de la reconnaissance? Bah ouais, oui, en vrai, oui. D'une, pour être reconnaissant envers mes parents et tu vois, tous ceux qui m'ont donné, donc principalement mes parents et vraiment les personnes qui étaient dans mon entourage et qui m'ont toujours poussé. Ma mère, elle m'a toujours poussé, même à 14-15 ans, quand j'allais sur les salons de chocolat, elle m'accompagnait. J'en reparlais la dernière fois avec Dorian, il m'accompagnait tous les matins à 4h du mat, tu vois, il faisait 20 km aller, 20 km retour pour m'accompagner au boulot. Donc en vrai, je me dis, sûrement sans eux, je serais pas là, tu vois. Tu culpabilises à ce moment-là? C'est dur, je trouve, avec 14, En fait, non, 15 ans de pas du tout. En fait, pour moi, c'était normal. Oui, c'est ça. Tu vois, et même des fois, tu vois, si je loupais le train, je dis, ah putain, fait chier, vous pouvez pas m'accompagner et tout, amour. Tu fais la gueule. Oui. Ouais. Et en fait, maintenant, j'en suis hyper reconnaissant parce que je me dis, c'était un vrai travail, tu vois, de faire ça pendant presque, j'ai eu 5 ans d'apprentissage. Tu vois, c'est quand même fort. Ça coûte cher? Je t'ai même pas demandé. Bah, l'école. Ah ben non, en fait. Non, pour le coup, en vrai, tout est payé par l'employeur et par l'État, oui, donc en vrai, assez cool. Ouais. Ok. Vas-y, on avance un tout petit peu. Ouais. Pourquoi? Alors, t'as pas vraiment arrêté, mais à un moment, t'as ralenti ton activité sur le conseil, justement. Pourquoi? Et pourquoi ensuite c'est NoSense? Ouais, NoSense, ouais. Pourquoi t'as monté NoSense? En gros, en fait, ça s'est fait naturellement. Quand j'ai parlé du projet NoSense à Dorian, on avait un projet aux Émirats Arabes Unis pour une grosse compagnie de jet privé. Laquelle? Jetex. Ah ok, ouais, je croyais que tu allais me dire je peux pas dire et j'allais dire bon, on doit en avoir 10 000. Mais non, c'était vraiment le premium. Okay. Du coup, en fait, je l'ai contacté à ce moment-là parce que j'avais besoin de personnalisation de pâtisserie. Je lui ai demandé, parce que lui, il a une grosse influence sur les réseaux, d'essayer de trouver. Et lui m'a dit direct qu'il avait quelqu'un qu'il avait contacté pour une imprimante alimentaire. Ça s'est fait hyper vite ensuite. Okay. On a directement fusionné, on se connaissait déjà d'avant. On avait travaillé ensemble chez Café, mais vraiment un mois. Tu parles pas de Dorian là? Là, je parle de Dorian. Ah ok, d'accord. Ouais, je parle de Dorian. Okay. Tu parlais de la personne qui faisait la machine. Okay. Et en gros, ça s'est fait hyper vite. Et du coup, je passais énormément de temps sur NoSense. Du coup, tu vois, je devais équilibrer et passer moins de temps sur le consulting. Même lui, tu vois, on a tous les deux réduit nos activités. Donc, en vrai, hyper cool. Et en fait, NoSense, ça s'est fait petit à petit parce que on a voulu faire cette entreprise parce qu'il y avait un vrai besoin. Tu vois, maintenant, ouais. En vrai, NoSense, c'est de la personnalisation. On bosse qu'en B2B, pas B2C. Là, on est en train de créer un site internet marchand parce qu'on nous demande énormément de commandes en B2C. Donc, ça arrive là d'ici quelques semaines. Mais ça répond à un besoin, ouais, un vrai besoin, ouais. Et une vraie vitrine, tu vois, de voir nos produits, pas que sur la page Insta, même si on est en B2B. Et en vrai, comme je pense que tu peux le voir, maintenant, toutes les marques veulent mettre leur marque partout, leur logo. Et en fait, c'est devenu une vraie notion en fait pour tout le monde de se dire on va mettre notre marque et notre logo partout. Du coup, on a saisi l'occasion. Il y avait de la demande, on a répondu à l'offre et puis en fait, on est parti de ce projet et maintenant, il développe super bien. Vous avez mis combien de thunes, toi et Dorian, du coup? On a mis, au tout début, 20 000 € chacun. C'est quand même un montant, non? Ouais, c'est quand même un montant. Ouais, après, on avait travaillé pour ça. C'était une finalité déjà quand tu étais en conseil de te dire je sais que je veux atteindre une sorte de palier pour ensuite monter un truc, ou c'était de l'opportunité? Là c'était, on va dire, de l'opportunité parce qu'en vrai je pensais pas du tout à ce projet. C'est un peu comme tout pâtissier, je pensais ouvrir une pâtisserie ou quelque chose en premier, mais en fait c'était vraiment parfait parce que c'était un business hyper portatif, tu vois, on peut travailler un peu de partout et avec n'importe quel client et c'est hyper agréable. Et à côté, il n'y avait pas non plus besoin d'énormément de fonds comme monter une pâtisserie. Tu vois, plus des salariés. Au début, on a travaillé. Non, bien sûr, exactement. Et donc, ça s'est fait très vite et ça s'est fait comme ça, quoi. Tu t'es posé la question de monter ta pâtisserie à ce moment-là ou pas du tout? Ah non. Non, même pas. Ouais, c'est pas un truc. En vrai, là j'ai peut-être l'occasion, mais non, en vrai, non, une pâtisserie classique, non, c'est trop dur. Et puis même maintenant, trouver des bons salariés, en fait, qui veulent
travailler. Tu vois, maintenant, c'est hyper dur. Moi, en fait, je le vois avec mes clients. Quand je travaille, c'est vraiment hyper dur. On parlait avec Rodolphe de ça, Rodolphe Landemain. Ouais, Il y a plus de 40 boulangeries. Ouais, non, mais là, c'est incroyable. Bah, après, en fait, là, tu centralises, tu vois, donc c'est carrément plus simple. Mais même lui, a monté d'autres boîtes derrière. C'est incroyable ce qu'il fait. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment incroyable. Je voulais te parler d'une chose, c'est alors, il y avait juste une mini parenthèse, je ne me souviens pas quoi, mais je suis quand même très curieux. Ouais. Ils font quoi, ton frère et ta sœur, rappelle-moi? Mon frère, il est dans toute la partie BTP, lui de la rénovation. Ok. Passionné aussi, il vit de sa passion. Il a fait les WorldSkills, on va dire un peu les Olympiades des métiers. Il allait super loin d'ailleurs. Ok. Et il est sorti en France, je crois, parce qu'il était assez jeune. Et ma sœur, elle est en médecine générale, donc là, elle est à sa 11e année. Elle a fait des études pour être chirurgienne. Ah ouais. Ouais. Non, c'est pas fini. Non. Et en gros, elle veut vraiment une vie de famille. Elle veut profiter avec son chéri, ce que je comprends, et vraiment prendre le temps pour elle. Et du coup, elle fait médecine générale. Mais ça, c'est une passion pour elle quand même. Ah, passion aussi, ouais. Complètement. C'est ça, en fait. J'avais oublié. On est tous les trois, ouais. Je me souviens de ça. Ouais. Si on revient là-dessus, comment, tu sais ou pas comment tes parents vous ont transmis l'art d'avoir une passion? Bah, on va dire parce qu'ils nous ont jamais freinés. Ils nous ont toujours poussés. Et tu vois, dès qu'on parlait de quelque chose, moi là-bas, je voulais être cuisinier. Mon rêve, c'était de travailler avec Paul Bocuse. Okay. Et la pâtisserie, elle est venue en fait hyper naturellement. Mon père, il cuisinait très très bien. Ma mère, elle cuisinait très très bien. Ma grand-mère maternelle également. Et du coup, en fait, ça s'est fait tout seul. À chaque fois que je voulais cuisiner, tu vois, j'avais du mal un peu à impressionner, tu sais, faire l'effet waouh. Je me suis dit, il n'y a jamais de bonnes pâtisseries. Tu sais, t'as jamais dans une famille quelqu'un qui fait des super bonnes pâtisseries. Du coup, je me suis dit... Maison, ouais. Je me suis dit, en vrai, je vais me pencher sur ça. Et j'ai commencé à trouver passion. Et il y a 10 ans, il y avait énormément d'émissions culinaires avec Christophe Michalak, Pierre Hermé, Philippe Conticini, Cédric Grolet. Ils commençaient vraiment. Donc, le pâtissier, c'était pas du tout la hype comme maintenant, tu vois. C'était pas dans cette vibe. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Après, c'est l'effet réseau aussi. Ouais, c'est l'effet réseau et télé, ouais. Et télé. Okay. Télé, médias. Et du coup, je me suis dit, pâtisserie. Et bon, je vais pas te poser la question, mais je crois que la passion pour faire de l'entrepreneuriat, c'est plutôt cool. Ouais, c'est un peu mieux, ouais. Est-ce que... qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es associé avec Dorian et je pense au fait que tu étais seul avant, même si tu bossais avec des freelances en consulting, c'est toi qui avais tes clients, etc. Là, le fait de s'associer. Après, je pense que j'ai de la chance parce qu'en fait, avec Dorian, ça se fait tout seul. En fait, avec Dorian, il y a l'alchimie où on se marche jamais dessus, tu vois. Mais vraiment, c'est... Mais ça, vous n'avez pas mis de règles à la base? Non, même pas. En gros, moi, j'avais vraiment un portefeuille de clients quand même B2B. On avait le laboratoire à Tours, ça s'est fait tout seul. Du coup, lui, il m'a dit clairement que ça ne le dérangeait pas de faire tout ce qui était laboratoire à Tours. Moi, je fais tout le démarchage et le rendez-vous client. Les soirées, on les fait ensemble. Les voyages, on les fait ensemble. Okay. Et en fait, ça se fait tout seul. Il n'y a pas de « faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça ». En fait, le premier qui doit faire une facture, un devis, un call, un appel, le rendez-vous avec le banquier ou le comptable, il le fait. Et en vrai, ça se fait tout seul. Et c'est pour ça, je pense que ça va très, très vite parce qu'on arrive vraiment bien à séparer les choses, tu vois, et c'est vraiment devenu plus qu'un ami, un associé, et c'est vraiment quelqu'un à qui je peux parler de tout, sur les projets, on se dit, vas-y, on va se faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et ça, c'est dur de le faire tout seul, non? Ouais, c'est dur. Ouais. De se hyper sur des... Ouais, parce que Dorian, il est un peu comme moi, et sur ça, on est pareil, et donc en vrai, ça va vite, quoi, ça va tout droit. Ouais. Comment ils disent? C'est quoi appel de phare, truc? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ce qu'il raconte, mais bref. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Est-ce que quand vous vous êtes associés, vous aviez... Donc je pense que la mission globale, vous étiez alignés, vous saviez comment la faire, enfin la mission de No Sense, mais comment... est-ce qu'il y avait une limite? Est-ce que vous avez dit, vas-y, quand on commence à atteindre, je sais pas, tant de chiffre d'affaires, le million ou autre, viens, on pense à autre chose? Tu vois ce que je veux dire? Non. Et comment répartir même le temps entre ton activité de conseil? Lui aussi, il devait avoir d'autres activités. Ouais, c'est ça. En fait, le temps, c'est le plus dur à trouver. Il n'y a pas de secret dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'un jour, on va faire un best-of de vraiment toutes ces nuits blanches, tu vois. On a vraiment galéré. Dès le début, on a enchaîné des journées, 48 heures, où vraiment on allait au laboratoire à Tours. Quand on n'avait pas de laboratoire, des fois, on était chez mes clients, tu vois, où on était chez des clients de Dorian, tu vois, où il avait fait déjà des partenariats, des collaborations. On n'a pas dormi, vraiment, pour le coup.
tu peux pas dormir quand tu veux être entrepreneur, tu peux pas te dire je me réveille là. Des fois, tu vois, j'ai une liberté, j'ai le temps par exemple de prendre du temps et du bon temps avec toi là pour faire une interview comme ça. Mais derrière, tu vois, ça s'arrête jamais. Et en fait, c'est ça aussi qui a fait qu'on a grandi vite. Et en fait, là, on veut plus s'arrêter. Excuse-moi, on a grandi vite. Et pour moi, il y a un lapsus dedans. Tu parles de la boîte ou de vous, à titre perso? Les deux, en gros. Les deux? Parce que la boîte, elle a énormément... elle a pris énormément, on va dire, de toute façon, même on va dire en valeur, tu vois, et en respect par rapport aux autres clients. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment récupérer énormément de marché et satisfaire un besoin. On travaille avec les plus grosses conciergeries, tu vois, des hôtels comme le Portales qui sont hyper prestigieux. On est référencé LVMH, on bosse avec Dior, on bosse avec les plus grandes maisons, on a bossé avec GTEX. Il y avait juste sur là-dessus, il y avait un aspect luxe sur lequel vous vouliez vous positionner, enfin du haut de gamme, du premium. Ouais, en fait, ça s'est fait naturellement parce qu'en vrai, la demande, elle est vraiment dans le luxe. Tu vois, c'est vraiment ces clients qui veulent un peu cette personnalisation. Et ils payent mieux. C'est dur à payer. Tu sais, les gros groupes, c'est pas facile. Hein. Je t'ai dit dans l'ascenseur que j'allais t'en parler de ça. Mais après, pour le coup, c'est hyper agréable de travailler avec les grands groupes. Parce que tu vois, tu as une valorisation et tu te dis en fait pourquoi LVMH ou Paris Society ou Dior, ils travaillent avec nous. Donc ça veut dire on a un an et demi. Tu vois ta valeur à travers. Et puis tu te dis c'est ouf. Et en fait, quand tu travailles toutes ces nuits et on démarche sur LinkedIn, je me dis qu'il y a un aboutissement. En fait, quand tu t'arrives à travailler à LVMH, ils nous disent là, on a envie de travailler avec vous sur les Jeux Olympiques, c'est hyper gratifiant. Putain, déjà, j'allais te mettre un tacle en me disant tu m'as pas ramené de pâtisserie, mais en vrai, je suis pas sucré. Je suis pas sucré. Et puis, il faut oublier que c'était hier à 23h. Ok. Ouais, c'est vrai. Après, il y aura deuxième. Il y en a pas qui se cachent à la maison. Non, jamais. Non, tout au laboratoire. Attends, je vais te parler. Oui, on revient. On était en train de parler de l'association. Et dedans, tu parlais en gros du fait que vous avez grandi beaucoup plus vite. Donc déjà, est-ce que tu estimes que toi, du haut de tes 25 ans, je suis sûr que tu as des potes de ton âge. Dorian, il a quel âge? Il a 23. Okay. Moi, je suis en 98, lui, c'est en 2000. Ok. Ouais. Putain, c'est l'âge de mon petit frère. Bref, il me rachète. Il peut me dire ça, je te rachète. Mais est-ce que tu vois ce décalage, par exemple, avec d'autres potes? Je pense qu'en effet, dans l'entrepreneuriat, tu es obligé de dire parce que la plupart de mes potes et de mes fréquentations, c'est des personnes de 30 ans, 35 ans. Donc... Ouais, donc si, en fait. Ouais. Tu côtoies pas des gars de 25 ans. Ah ouais, non, j'ai encore tiens, on voit encore nos potes avec qui j'étais... plus trop au collège, au lycée, j'ai un peu perdu de vue. Okay. Mais j'ai encore des potes de 25 ans, tu vois. Mais vraiment, j'ai toujours, en fait, évolué et je suis toujours resté avec des gens plus âgés avec moi. Ouais, c'est drôle, ça. Vas-y, raconte-moi la suite. Je suis sûr que... Attends, il y avait quand même une autre question là-dessus. Je suis en OCS dont je voulais te parler. Par rapport à Dorian, on a parlé de ça. Elle va me revenir ma question. Vas-y. Laisse-moi 30 secondes. Je suis même pas sûr de cut ça. Ça arrive à chaque podcast. On parlait thunes, on parlait ça. Bon. Si, c'est bon, je sais. Et tu étais en train de dire une chose. Tu parlais du fait que c'était dur l'entrepreneuriat, que vous avez passé des 48 heures de taf, etc. Déjà, les 48 heures, tu les prévois pas. C'est juste, j'imagine, tu as besoin de bosser à l'instant T. C'est dur, mais est-ce que tu prends du plaisir dedans? Et je t'explique ma question. Tout le monde dit l'entrepreneuriat, c'est dur, mais tout le monde kiffe. Elle est où la couille? Non, mais c'est un vrai kiff parce que, en gros, quand tu fais 48 heures de boulot ou quand t'enchaînes les rendez-vous, après tu vas faire la production, c'est pas tous les jours facile quand tes potes ils sortent ou t'annules une soirée, même un dîner client parce que tu devais le faire. Mais en fait, quand tu vois que t'as réussi ton objectif et ta mission et que ton client il est content, c'est ça la satisfaction. Ça a plus de sens pour toi que sortir. Ah ouais, tu te dis en fait, t'as une vraie valeur et tu capitalises et en fait, c'est comme ça que t'avances dans la vie, tu vois, c'est step by step et en fait, tu dis que tu passes un step, t'as réussi à avoir ce client, il a été ravi. En gros, c'est de nos plus gros challenges. Des fois, on faisait partir des coursiers en voiture à Tours. On avait la demande le matin. En début d'après-midi, c'était ici, pour des conciergeries, des arrivées de stars américaines pendant la Fashion Week, où on a fait des pâtisseries. Et c'est ça, tu vois, quand le client il est content, mais il dit, mais ça ne sera jamais possible. Votre labo, il est à Tours, vous me parlez que là, le client, il arrive à 15h au Bourget, comment vous allez le faire? Et en fait, Dorian, on dirait qu'il intervient, je lui dis, il faut qu'on arrive à faire ça. Il y a un coursier qui part, où on le met
on arrive toujours à trouver une solution pour que ça soit là. C'est ça, l'entrepreneuriat, c'est trouver des solutions tout le temps. C'est ça, ouais, toujours. Toujours se renouveler. Et pour moi, jamais rester sur ses acquis. Ouais. Tu m'avais dit un truc du genre, je sais plus comment. Tu m'avais dit, j'adore le stress ou alors j'adore souffrir. Je sais plus comment tu m'avais dit ça. Non, en vrai c'est quand tu prends du plaisir dans la sueur, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, quand t'es stressé, t'as des ultimatums et t'as des objectifs qui sont décuplés. Et tu te dis, en fait, ton cerveau, il réfléchit 10 fois plus vite à dire, mais si je fais ça, comment je m'organise tu vois, c'est ça, c'est dans le stress, pour moi, que t'arrives, pour moi, personnellement, tu vois, que j'avance, tu vois, et me dire, faut qu'on y arrive. Et en fait, avec Dorian, il est un peu pareil que moi, c'est comme ça qu'on avance, tu vois. Vous avez les pieds sur terre ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais. Mais il faut savoir être ambitieux par moment, non? Ouais, faut être ambitieux. Bien sûr, faut être ambitieux. Oui, faut pas penser un peu trop lointain. Quand je dis lointain, c'est on a pensé loin. Étoiles, on a pensé loin. Tu vois, on a fait un projet à Dubaï. On a perdu beaucoup d'argent. Okay. Qui a pas marché parce qu'on s'est associé avec la mauvaise personne. On l'a fait trop tôt. On n'avait pas passé de temps assez dessus. Et pourtant, on avait des excellents prestataires sur place. On avait la meilleure compagnie, tu vois. GTEx, c'est une des compagnies les plus réputées aux Émirats Arabes Unis. Et je pense qu'on a peut-être été trop vite. On a peut-être grillé des steps. Okay. Et quel step tu dirais planification? Ouais, déjà de développer NoSense en France et après développer, tu vois, les Émirats, une filiale. Mais en fait, quand moi je suis revenu et j'avais cette proposition de GTEx, quand je parlais ça aux gens, les gens ils me disaient, mais mec, GTEx, c'est un truc de malade là. Là, on parle de la plus grosse compagnie, on va dire du plus gros opérateur de jet privé au monde. Et tu peux pas louper ça, c'est une vitrine GTEx dans le monde entier. Et du coup, on a foncé. Et en fait, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Tu vois, maintenant, on fait plus attention, on travaille plus avec les avocats, plus avec les comptables. On va tout refaire lire les contrats dès qu'on va avoir une mission, quelque chose avec les contrats, avec les avocats, pour vraiment sécuriser et mettre directement les choses au clair et pas reproduire ce qui s'est passé. Ouais. Juste sur l'association, parce que je suis convaincu que l'humain reste la variable la plus dure à gérer. Et là, vous vous êtes chié ou vous avez fait une erreur. C'est quoi tes conseils là-dessus? Qu'est-ce que tu ferais demain quand tu veux t'associer? IGA, tu t'es associé ou pas? Ouais, on s'est associé, au capital, ouais. C'est avec Dorian aussi? Avec Dorian et Léo, du coup. Oui, c'est vrai, tu m'as dit ça. Ouais, mais en même temps, tu les connaissais déjà. Comment vous avez réussi à vous associer à Léo? Tu le connaissais avant? Léo, je le connaissais pas. Dorian le connaissait, mais pas moi. En gros, c'est quoi tes conseils pour... Après, on va dire c'est... gut feeling. C'est le feeling, c'est l'instinct, c'est la confiance. Tu vois, il n'y a aucune prétention, mais on m'a proposé des tonnes de projets. Et en fait, quand tu sens pas cette petite étincelle, le feeling et la confiance, j'y vais plus. En fait, j'y vais pas. Il y était pas à Dubaï avec le premier ouais, non. Au début, ouais, mais non, au final, non, tu vois. Et Dubaï, c'est rempli de scammers et tout. Et, oui. Et en fait, ça a été ça le problème. C'est qu'on a trop vite rêvé de gros. Et la chute a été évidente. C'est Oussama Hamar, le mec? Non, pas du tout. J'ai rien dit, moi. Ça aurait pu. T'inquiète, il écoute pas ce podcast, on s'en fout. Et donc, oui, et donc pour le coup, on va dire pour l'humain, je sais plus, on était où, tu vois. Les conneries que je raconte. Ouais, non, je te parlais de la variable humain et de me dire, en fait, je trouve ça hyper dur, mais on peut parler d'amis, de meufs ou de mecs, enfin peu importe, mais c'est hyper dur de faire confiance à quelqu'un. Et c'est une fois que cette confiance est rompue, que là, tu commences à revoir des trucs et dire « Ah putain, ma voix intérieure m'avait dit... » Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc, tu as appris à mieux t'écouter peut-être? À mieux m'écouter. Et puis moi, je déteste en fait les personnes qui passent par quatre chemins pour dire un truc. Moi, tu vois, je suis très franc et j'aime en fait quand les gens sont francs. Par exemple, tu vois, qu'on me dise « non, ça va pas du tout. » Tu vois, tu fais fausse route, c'est pas là qu'il faut aller. Et en vrai, tu perds pas de temps. Le temps, il est précieux, donc tu perds pas de temps. Quelqu'un qui sait pas dire direct ton objectif, qui va te dire avec des manières et tout. Ok. Donc, et en fait, moi, comme je suis franc, du coup, ça va vite, tu vois, du coup, avec les associés. Et en fait, oui, c'est hyper important parce que la IGA, on parle quand même d'un projet, je pense, qui va aller très, très loin, qui va beaucoup plus loin que NoSense. NoSense, je pense qu'à un moment, on va avoir un but, un plafond. Tu vois, on pourra pas aller plus loin de ce qu'on peut faire. On pourra s'exporter en Europe. On garde la livraison. C'est drôle, tu l'anticipes ce plafond en fait. Bien sûr, parce que je pense que quand on aura fait le B2B, les hôtels, les restaurants, et en fait la personnalisation, ça sera has-been.
Tu vois, les gens, ils se sont dit, c'est bon, la personnalisation, Nosen, ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils travaillent avec nous, on veut passer à autre chose. Est-ce que c'est pas le fait que 3, 4, 5 ans sur que de la personnalisation, ça te fait chier au bout d'un moment? Bah, je pense, Ouais, pour nous et pour les clients aussi. Ouais, Mais c'est pour ça qu'on se réinvente toujours. On travaille énormément là-dessus pour faire des nouveautés, tu vois, toujours faire des produits qui vont plaire, des produits qui n'ont pas été faits, des coffrets, tout ça, en fait. Et vraiment pour se renouveler, pour jamais perdre ce fil, tu vois, et perdre les clients qu'on a actuellement. Parce que là, du coup, tu vois, ça va être notre 4e ou 5e Fashion Week, déjà en presque 2 ans. Et les clients, on leur a déjà fait le tour. Et en gros, tu vois, le client qui nous a pris au tout début des macarons, sur sa 5e Fashion Week, il veut encore travailler avec nous, mais il veut plus des macarons. Donc en fait, il faut toujours trouver une alternative et se dire sur quoi on pourra là satisfaire son besoin. Je voulais te demander ça. Bah là, tu me parles de Fashion Week, tu as parlé des JO. Je ne veux pas parler d'un client, mais c'est qui la personne qui a bouffé tes créations et tu t'es dit, waouh, est-ce qu'il y a quelqu'un, tu vois? Bah, du coup, on a fait la maison LVMH. Du coup, je pense que Bernard Arnault a dû manger les macarons. Et je pense que là, là, je pense que ça serait la plus grande fierté. Okay. Et après, non, pas mal de stars américaines. Leonardo DiCaprio, Travis Scott, les sœurs Kardashian. Tu les as vus Non, on les voit pas. En général, nous, non. On garde vraiment ce côté et on publie pas non plus sur les réseaux sociaux. Okay. On donne à la conciergerie, on donne à l'hôtel. On veut pas, en fait, c'est casser un peu ce lien qui a même l'hôtel, tu vois. Ou faire la groupie à dire on peut prendre une photo. Nous, c'est déjà énorme, tu vois, pour nous de faire ça. Mais c'est naturellement. En vrai, les photos, on n'en prend presque pas, hein, pour le coup. Mais par contre, il y a des photos, tu vois, avec la personnalité, donc qui sont assez cool. Mais qu'on publie pas, c'est pareil, parce que la personnalité n'a pas non plus envie de devoir, c'est que ça soit un peu un outil de publicité, quoi. Ouais, non, surtout aujourd'hui. On a fait pas mal. Pour le coup, on a fait pas mal de ça, ouais. On parle de ça, et juste avant, on parlait. Comment dire, savoir se remettre en question, se réinventer. Je voudrais savoir une question toute bête. Est-ce que l'ego n'a pas de place dans tes business? Ou est-ce que quand même il faut en avoir un peu? Il faut en avoir parce que, et on va dire, je me dis, si c'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre. Donc il faut des fois se dire, ok, tu fais ça, tu le fais bien, et continue d'avancer là-dessus. Donc oui, pour moi, l'ego, c'est quand même important là-dedans, mais pas trop en avoir, tu vois. Quand on parlait de IGA, on a parlé de Nosense, on a parlé du conseil. Voilà, du conseil. Non, c'était quoi le nom de la boîte du conseil? Ou non, En gros, c'était AD Consulting que j'ai déposé. Adrien Darmy Consulting. Simple. Ouais, simple, efficace, ouais. Pas une belle ref aujourd'hui, je sais pas si je vois qui c'est. Ouais. Dans ce podcast. Et qu'est-ce que je voulais te poser dedans? Putain, j'oublie beaucoup de questions aujourd'hui. Après, il est vendredi après-midi. Voilà. Fin de journée. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, je voulais savoir, est-ce la retransmission qu'il y avait sur le conseil, mais ensuite, t'en as pas parlé, enfin, t'en as parlé un peu, t'as fait des masterclass aussi. Ouais. Tu parles toujours de travailler avec tes clients et s'adapter à leurs besoins. C'est quoi le truc, la retransmission? Ouais. Non, vraiment, l'aspect retransmission, pédagogie, apprentissage aux autres. Déjà, est-ce que financièrement ça représente une bonne part dans tes revenus? Et surtout, toi, est-ce que c'est un truc c'est sur ça que tu prends le plus de plaisir au final? Ouais, en vrai, oui. Déjà, moi, j'adore voyager. En fait, je m'étais mis en objectif. Bon, ça va être dur. À 30 ans de faire 100 pays. T'es à combien? Je suis à 31 ou 32. What? C'est faisable. Bon, faut carburer. Ouais, après, j'ai pas fait beaucoup l'Europe. Du coup, en Europe, il y en a quand même pas mal. En rapide, ouais. Ouais. Mais et en vrai, moi, j'adore voyager parce que tu sors de ta zone de confort, tu rencontres de nouvelles cultures, tu rencontres de nouvelles personnes. C'est jamais en fait, la même ambiance quand tu travailles. Et en fait, c'est ça, de prendre ce plaisir, de voir que les gens ou les clients que je forme à l'étranger, voient ça sur les réseaux, tu leur fais, ils sont comme des oufs. Mais pourquoi dans la formation, tu prends du plaisir plus que délivrer, par exemple, je prends Nosense avec la personnalisation, par exemple? Parce que tu transmets un savoir-faire et en fait, tout ce que tu as appris, tout ce que j'ai appris, je vais dire, en 10 ans maintenant que je fais de la pâtisserie, j'essaye de le condenser en 2 semaines. Tu vois, donc j'essaye de mettre toutes les meilleures astuces que j'ai dans les meilleurs axes pour que les élèves, tu vois, ou les salariés dont je me déplace, dont je forme, progressent le plus rapidement possible.
Et après, en fait, garder ce lien avec eux. Tu vois, il y a encore le pâtissier en Arabie Saoudite qui m'a contacté hier pour avoir des conseils. Et en fait, c'est ça, tu vois, qui fait vraiment plaisir dans la pédagogie quand j'apprends en formation. Est-ce que c'est plus kiffant ça ou plus kiffant la valeur que te renvoie GTEx quand il te signe peut-être la première fois ou LVMH ou autre? Ou est-ce que c'est, tu vois, le consulting, tes premiers euros? Non, je pense que c'est rien à voir parce que je sais pas comment dire. En fait, NoSense, par exemple, quand on va signer un client, on est fier, mais on veut passer au next step. On veut passer directement au next step. On sait qu'on a fait le VMH, il faut qu'on aille encore. Le VMH, c'est le plus gros. Donc maintenant, on se dit, on peut pas aller plus gros. En fait, on a souvent fait ça. On a travaillé avec Paris Society en premier, plus gros groupe de restauration. On a fait avec GTEx, plus gros groupe, on va dire, dans l'aérospatial. Au premier Et LVMH, pareil. Donc, et maintenant, comme ça, après, on fait le reste, tu vois. Et que la formation, quand je fais des masterclass, tu prends un réel plaisir. Les gens, tu vois, qui prennent énormément de plaisir à te regarder, à prendre des techniques, à transmettre en fait ton savoir-faire. Il y a du perso quand même dans ça. Ouais, énormément. Plus que dans énormément. Il y a de l'amical. Tu crées en fait une relation amicale avec les gens. Tu vois, quand je pars 10 jours à l'international, tu pars là-bas que pour bosser. Du coup, tu vois, je viens vers 8-9 heures et je reste jusqu'à 21h, 22h chez le client ou dans la boulangerie ou n'importe. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Tu vois, c'est que tu passes énormément de temps avec eux, tu apprends à les connaître et en fait, tu drives les personnes de façon différente selon leur tempérament et comment ils évoluent dans leur métier. C'est énergivore, ça, pour toi, d'avoir beaucoup de personnes à qui t'enseignes? Ou au contraire, ça te recharge les batteries? Tu sais, ça dépend des personnes. Ça dépend des jours. Des fois, tu sais, c'est dur de partir tu sais, et surtout quand tu n'y arrives pas. Et il y a des fois, je n'y arrive pas. Hein. Faut pas croire. Des fois, tu te remets en question. Exact, la pédagogie. Tu appelles tes potes, tu te dis, mais pourquoi je n'y arrive pas? Tu vois, c'est rare, mais ça m'est déjà arrivé. En Chine, je suis parti la première fois en Chine, j'avais 19 ans. J'ai fait un dîner de gala pour des milliardaires. C'était un truc de ouf. Quand je te montrerai des photos, quand en fait tu te dis, mais comment je vais faire? J'y arrive pas. Et les mecs, ils te mettent la pression. On était avec 2 chefs étoilés, 3 fois étoilés en Chine. Tu te dis, mais il faut que j'y arrive. Ils m'ont appelé, j'ai fait l'aller-retour en 3 jours, il faut que j'y arrive. Et c'était un truc de ouf. Et en fait, c'est là que tu te remets en question. Donc, c'est ça pour moi le plaisir vraiment de voyager et de transmettre. Ouais. Belle satisfaction. Ah ouais. T'as réussi ou pas? Ouais, on a réussi. Oui. Ouais. C'est incroyable. Tu m'as parlé de sport. Tu te souviens? Et après, tu m'as dit j'ai pris pas mal de kilos. Ouais, j'ai pris pas mal de poids avec NoSense dernièrement. Non, mais je parlais d'équilibre vie pro, vie perso. Comment tu gères ça, toi? En vrai, j'ai eu énormément de mal sur cette dernière année parce que on avait jamais de planning. Tu vois, c'était dur. Avant, j'allais au sport. Quand je faisais mon consulting, c'était quand même très quotidien, très casanier. J'allais au sport, je faisais mes clients, je faisais mes clients le matin, ceux qui voulaient vraiment de façon matinale. Et après, je faisais mon sport l'après-midi. Je jouais au tennis avec mes potes tous les vendredis ou le samedi. Donc, c'était vraiment, tu vois, très casé. Et maintenant, beaucoup moins. Parce que là, après, j'enchaîne. Dès que j'ai fini, j'enchaîne un rendez-vous, un testing. Ensuite, ce soir, j'ai un dîner. Et en fait, c'est ça qui est difficile. Et tu trouves ça t'attend? Ça impacte même ton travail et peut-être ton humeur d'un point de vue perso? Ouais, parce que le sport, c'est vital. Ça me manque en vrai. Et tu sais, je suis pas le plus grand sportif. Non, bien sûr, non. Je suis convaincu que c'est important. En gros, quand tu vois tous les mecs qui font des podcasts et qui disent le sport, c'est important. Non, c'est vrai, c'est hyper important. Tu vois, même là, ça me manque de faire du sport. Tu vois, quand je peux aller taper la balle, faire un tennis, ou avant, je roulais énormément, je faisais énormément de vélo. Tu sais, que ça soit à Vincennes ou à l'hippodrome de Longchamp, tu prends du plaisir. Tu sais, tu décompresses et t'évacues. Ouais, tu te mets un tunnel dans un truc. C'est exactement ça. Et en vrai, là, j'ai vraiment envie de reprendre. Là, on va passer vraiment un step où, sur NoSense, on arrive quand même déjà à stabiliser la boîte. IGA, pareil. On a des beaux crédits qui arrivent sur... On va parler d'IGA après. Et donc, ça va être vraiment bien. Et je vais me recaler à refaire mes gamelles, tu vois. En vrai, des fois, je prends même pas de plaisir à aller au restaurant. C'est juste, je vais au restaurant parce qu'il y a un rendez-vous, un déjeuner où je suis entre 2 rendez-vous et je dois manger. En même temps, je bosse, je fais mes mails, je me mets les AirPods, je passe des appels. Et tu vois, je peux pas manger une salade, par exemple, pour Monoprix. Donc, je me pose sur une terrasse et je bosse. Et des fois, tu vois, je reprends même pas le plaisir. Mais c'est vrai que du coup, mis bout à bout, j'ai aucune hygiène alimentaire. Pareil sur le sommeil, tu vois. Et c'est hyper important. Il y a un endroit dans lequel, par exemple, j'allais dire, tu prends du temps pour toi. Tu vas sûrement me dire, bah non, je suis très travail. Mais il n'y a pas un endroit où, tu sais, tu vois pas le temps passer. Je sais pas si c'est le même jouer à FIFA. Hein. Moi, je te jure, qu'en jouant à FIFA, je te jure que c'est vrai.
Bon, je suis pas le meilleur, mais alors j'ai de l'inspi pour mes podcasts. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Non, en vrai, du temps pour moi, non. Déjà, je me déplace énormément, donc en vrai, je réfléchis tout le temps, surtout sur le scoot. Le scoot, t'es tout seul sur son scooter, c'est là que tu réfléchis et que tes plans, ils se mettent bien, de façon bien droite dans ta tête. Ouais. Mais non, sinon, non, quand je rentre, j'essaie de décompresser, mais tu vois, je suis toujours un peu avec le boulot, et j'essaie quand même, je suis très famille, donc mon frère, je lui parle tous les jours, mais 10 fois par jour, je pense. Ma mère, j'essaie de la voir tous les jours, et mon père aussi. Ok. Je suis quand même très famille, j'essaie de les voir une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. si je T'habites peux. pas très loin de chez eux, hein? Mais mes parents, ils habitent en Seine-et-Marne maintenant. Ok. Avant, on habitait dans Paris, ils habitent en Seine-et-Marne. Donc ça me fait quand même de la route, tu vois, mais j'essaie de C'est prendre la ce temps. région. Ouais, mais en vrai, j'ai quand même 80 ou 90 km quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, aller-ret-retour, donc... Ah ouais, tu sens que je suis en intramuros, tu connais. Ouais, pas bien. ouais. Mais donc, non, j'essaie quand même de prendre beaucoup de temps pour les miens, pour mes proches, mais c'est vrai que des fois, il y a des choses que je regrette. Tu vois, je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, que je procrastine beaucoup des fois sur les réseaux sociaux parce que j'essaie de... En fait, c'est de me dire indirectement, je vais couper, mais en fait, tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux. Tellement d'accord avec toi, par moment, je suis en mode vas-y, flemme, et je scroll. Et c'est pour ça que je te dis, en gros, je te dis le moi conscient qui te dit c'est mauvais, mais après je le fais aussi. Ouais, Tu vois, bien mais sûr, ouais. Du coup, tu te déconnectes pas vraiment, Mais au contraire. Mais bien sûr que non, alors que je me dis, putain, j'avais ce client à appeler, j'aurais pu rédiger ce mail, j'aurais pu avancer là. Ah ouais. Tu vois, même des fois, des choses bêtes, mais j'aurais pu passer un coup de fil à ma grand-mère, tu vois, qui est toute seule vraiment. Et tu vois, c'est des choses bêtes. Au lieu de me dire, là, j'ai passé 20 minutes sur Insta à scroll des stories, à regarder. Mais en fait, je me dis, comme nous, c'est un peu l'image, tu vois, et je veux dire, on n'a pas fait de grandes écoles, tu vois, de commerce ou de quoi que ce soit. Du coup, en fait, quand tu es pâtissier, et j'ai fait juste ce cursus, c'est hyper dur d'aller chercher ses clients. Tu vois, de travailler avec ses clients, de travailler avec les RP, de travailler avec les directeurs événementiels ou directeurs FNB des grosses marques, des grosses structures. C'est hyper dur, en fait, d'avoir leur légitimité et eux qui se disent, bah ouais, pourquoi je vais travailler avec lui et pas un autre, tu vois. Mais c'est comme ça que tu commences à Mais capter c'est comme ta ça, voilà, valeur, exactement. que tu kiffes. Ton plus gros kiff, c'est la pâtisserie ou l'entrepreneuriat? Le mélange des deux. La pâtisserie, je kiffe en faire. J'en fais de moins en moins. Mais l'entrepreneuriat, ouais. En vrai, moi, c'est le projet qui m'anime. Tu serais, si t'étais pas pâtissier, tu serais quoi? Moi, j'aurais kiffé un peu dans le monde du cinéma, je pense. Cinéma, tu sais, tout ce qui est caméra, régie, tu vois, organiser tout ça. En vrai, ça me fascine vraiment Ok. de Mettre les faire gens dans ça. les meilleures conditions. Ouais, en fait, tu sais, je me dis des fois, quand je vois les tournages de films, ça me fascine. Je m'arrête, je regarde et tout, je filme, je prends une vidéo, ça sert à rien. Ouais, non, mais je vois très Je bien. prends une vidéo. Et non, en vrai, j'aurais énormément travaillé là-dedans. Et en vrai, il y a plein de métiers que j'aurais voulu faire après, pas comme ça spécialement dans ma tête. Tu vois. T'as pas encore réalisé ton projet de vie, si tu comptes en avoir un. Il est pas encore réalisé là pour toi? Si, je pense que j'aimerais bien mon projet de vie, même que ça soit pas en projet, on va dire professionnel, mais c'est plus personnel, tu vois. Ok. Profiter avec ma famille, Mhm. vraiment revivre tous ces bons moments c'est que je vivais et qu'on vivait de partir en vacances tous ensemble et fonder ma famille. Hein. J'allais dire papa avant 30 ans ou pas? Ouais, j'espère. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ok. J'ai dit on se compare pas ici. Allez hop. Raconte-moi EGA. La question que je sais pas comment la tourner, je me pose, mais putain, pourquoi? Pourquoi t'as une boîte qui marche? Et pourquoi tu vas aller en plus, si j'ai bien compris, il y a une innovation technologique dedans. Bah, en fait, il y a un bienfait médicinal et vraiment, là, c'est vraiment un bienfait pour les gens. C'est pas juste un projet. C'est vraiment un projet qui est hyper instructif et qu'on a envie de développer. Tu vois, là, on a sorti le sucre blanc, le sucre cristal, du coup, qui va, on va dire, remplacer le sucre blanc. Et on veut que tout le monde l'adopte, tu vois. Tu trouves que tu as plus d'impact, au fait, avec bien IGA sûr, qu'avec bien sûr. toutes tes autres boîtes? Bah, bien sûr, c'est plus que nos scènes. IGA, ça, c'est vraiment un gros projet. Ça, c'est peut-être le projet d'une vie. Ok. Ça, c'est un projet. Je pense que vraiment, je veux pas mettre de plan, on va dire, sur la Lune et viser trop. Mais je pense que c'est un projet, ça peut être une licorne, IGA. Vraiment. Si c'est bien développé, on lève les fonds au bon moment. Sur le coup, je suis vraiment d'accord avec Rodolphe là-dessus où il disait les gars, ils veulent lever des fonds hyper rapidement. Je veux qu'on fasse les choses step by step.
Mais tu vois, je pense que là, moi, mon objectif, c'est de rentrer dans les GMS. Ok. Du coup, vraiment Leclerc parce que c'est le plus simple et ensuite développer. Mais je pense que IGA, ça peut être une licorne. Non, je me dis, en monop, ce serait pas. Partout, Mono, Biocop, Leclerc. J'aime bien les Carrefour, choses, les marques et tout. Tout, en vrai, c'est un vrai projet. On a une belle DA, le packaging est beau, il y a un vrai bienfait, on veut vraiment communiquer dessus. On a les bons outils pour communiquer, que ça soit les personnalités, les personnes influentes, tous les canaux, on va dire, tous les médias. Donc, je me dis... T'as tout le terrain, quoi. Ouais, là, on a vraiment fait les fondations. On n'a pas fait les choses à l'envers. On a mis les fondations et maintenant, on commence à bâtir. Et je pense que ça va être un très, très beau projet IGA. Cette question, je suis très content de te la poser. C'est pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient monter une boîte. Et je suis content parce que c'est ta dernière boîte en date sur IGA. Ça a été quoi les étapes de la construction? Donc, je me dis que maintenant que tu es bien aguerri, il y a des choses que tu as bien... une des premières étapes, c'est clairement de ne pas aller lever des fonds sans savoir pourquoi. Mais qu'est-ce que vous faites dès le départ quand vous installez donc, à 3 à monter ça, quoi? Bah, en gros, là, ta question, elle est vraiment bien, elle est parfaite. Mais en gros, là, Léo, il avait déjà monté le concept. Il avait déjà eu quelques problèmes, en fait, avant lui aussi avec le Bidufug. Et nous, on est arrivé pour on va dire, faire exploser la boîte. Dorian avec sa partie communication, et moi vraiment avec mon carnet d'adresses et mes contacts vraiment sur le B2B, tu vois, pour vraiment rentrer avec les distributeurs. Mon rêve, ça serait de travailler avec les usines comme Rungis, Métro, vraiment tous les Leclerc. C'est quoi? T'envoies des mails ou où tu t'appelles, en fait, tu tâches le terrain, quoi. Ouais, voilà, exactement. Je suis énormément sur LinkedIn parce que LinkedIn, pour moi, c'est vraiment le meilleur réseau social. Vraiment, t'as vraiment une portée de tout. Insta, je crois. Ouais, moi aussi, je pense que je suis plus sur LinkedIn qu'Insta. Pourtant, on s'est parlé sur Insta. Mais... on s'est parlé sur Insta. Et non, mais vraiment sur LinkedIn et de construire quelque chose et step by step et aller foncer et aller de l'avant. Est-ce que tu dois, ça c'est une vraie question que je me pose, quand tu veux construire un produit, un service, bref, développer, répondre à un besoin, à quel moment tu commences à parler de prix, tu vois, d'aspect financier dans ta tête, de dire combien je pourrais vendre ça, est-ce que je peux le vendre plusieurs fois, ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas en parler et faut rester focus sur par rapport à quoi, au client, au prestataire, hein? Pas prestataire, plutôt client, là. C'est vraiment l'argent que tu vas te faire. En gros, on a de la chance, on va dire indirectement, il y a déjà des concurrents, du coup on essaie de se baser en étant meilleur, tu essaies de rester sur les prix, tu vois, mais vraiment apporter ce côté jeune, tu vois, touchy, vraiment la belle DA, on va dire l'ingrédient qu'il te faut dans ta cuisine. Le positionnement, exactement, le positionnement. Et ça, tu y penses dès le départ au positionnement? Bah, tu y penses dès le départ, tu vois, tu t'évoques ça directement au commencement de ton projet, et tu te dis, en fait, pourquoi ça va être nous à la place d'un autre? C'est plus ça. Mais en fait, c'est d'apporter ça. Et en fait, c'est plein de facteurs. La communication, le marketing, le design, la rapidité, le service client, c'est tout ça qui rentre en compte pour que ton produit soit parfait et ça aille de l'avant. C'est quoi le truc que tu détestes dans ton quotidien d'entrepreneur? C'est quoi la paperasse. La paperasse, ça te fait chier? Tout ce qui est admin? Ouais. T'es pas entouré de personnes ou Si, on prend. On prend c'est pour ça qu'on prend des gens et on délègue énormément. Mais c'est le pire truc, ouais. Bah, surtout qu'en plus en France, c'est l'administratif, c'est quand même coriace. Hein. Je voulais te parler de l'entourage rapidos. En fait, je rebondis même pas là-dessus parce que c'est une évidence. Ouais, en fait, je me suis dit, est-ce qu'il va me dire ça? Il va me dire la finance, la compta et tout. Oui, comme tout le monde. Non, je voulais savoir. Je voulais juste revenir sur l'héritage, sur la retransmission. Et tu as dit en fait que tu avais eu la chance d'avoir des mentors. Je pense que c'est un super conseil. Là, je le donne, mais trouver des mentors dans vos passions, dans vos centres d'intérêt. Est-ce que tu es le mentor de quelqu'un aujourd'hui? Ou est-ce que tu aimerais l'être? Bien sûr, tu as envie de retransmettre en fait moi je suis pas d'accord, hein. Je pense qu'il y a des gens, excuse-moi de t'interrompre, mais je pense qu'il y a des gens, ils sont pas forcément envie de retransmettre. Et regarde, combien de profs on a eu qui étaient, ils ont pas envie d'être là. Là on va dans l'extrême. Mais bon. Ouais, non, mais les profs ils m'ont fait la misère. Ma mère est prof, fais gaffe. Hein. Non, moi j'étais une bonne prof. J'ai été en collège privé, j'étais hyper, on va dire, un perturbateur, tu vois, je parlais tout le temps, je rigolais, je voulais faire un clown. Et ma sœur, comme elle était en médecine, elle arrive au collège, elle a eu 12 fois les félicitations, tableau d'honneur, et tu sais, tu passes derrière ça, c'est dur, tu vois. Bien sûr. C'est dur, et du coup, ils m'ont fait la misère. Heure de colle, convoquer ma mère, j'ai mise dans tous les états, comme mes parents.
Tu vois, genre, Je rigole parce que je crois. C'est pareil. Ben oui. Ouais. J'avais des bonnes notes, mais alors. Non, elle même moi, connaît les bien notes. le parloir. Non, ouais. Non, même les notes, c'était pas ça, parce qu'en vrai, je m'en foutais de l'école. Et en vrai, ce que je faisais à partir de 14 ans, quand j'étais en troisième, je prenais des bouquins de pâtisserie et je lisais en cours. Ça m'intéressait même plus. Donc autodidacte. Mais par contre, je reviens dessus, hein, le fait que tu aies eu un mentor, ça a changé un peu ta vie déjà? Ouais, bah j'en ai eu plein en fait. À chaque fois, je voyais mes patrons. J'étais pas en fait sur ce côté anti-patron. Genre, je Tu voulais t'identifier à quelqu'un. Voilà, je voulais m'identifier. Je me disais, mais comment il y arrive? Pourquoi lui, il a réussi ici? J'essayais toujours d'aller dans. J'ai été à Meaux, j'étais dans la meilleure boulangerie. Mon premier patron, Olivier Hardy, il avait 5 boulangeries. Mais je me disais, mais comment il a réussi lui à faire 5 boulangeries? Et pourquoi les autres, ils n'ont pas 5 boulangeries? Et en fait, et je suis. Ça m'épate, ça m'impressionne en fait de voir des gens réussir. Par exemple, le gars de la farine, du sucre et des œufs, il te fait plein de trucs. Et tu sais, c'est hyper précurseur à l'époque. Je te parle de ça il y a 10 ans, j'ai commencé mon apprentissage. Et en fait, à chaque fois, j'allais vers des patrons et j'ai jamais eu cette haine du patron. Et au contraire, j'ai énormément donné avant de recevoir. Donc beaucoup, ok. J'ai fait énormément d'heures sup que j'ai jamais demandé. Tu sais, faut donner. Et est-ce que il y a un truc qu'on t'a dit en retour? Est-ce qu'il y a un jour, tu vois, quelqu'un un mentor, je pense que tu l'idolâtres, il faut aussi, mais où il t'a renvoyé de la valeur? Bah ouais, parce que quand mes anciens patrons ou mes anciens chefs d'entreprise, ils m'appellent, ils me disent ah, je suis fier de toi, ou encore j'ai vu Rodolphe, je lui ai parlé du projet, c'est le premier à qui j'ai parlé du projet sucre de fruits. Il m'a dit fonce, n'hésite pas, si ça donne conseil, c'est vraiment une super idée. Tu te dis, le gars, il a créé Yumgo. Tout le monde utilise ça dans le monde. J'ai été chez des clients qui utilisaient ça. Les œufs, les substituts végétaux. Il a 40 boulangeries. Tu te dis, quand quelqu'un te dit ça, waouh, tu sais, ça. Tu te dis, ah ouais, quand même. Et en fait, tu vois, ça donne de la valeur et de la considération. Mais pareil sur tous les patrons, tu vois. Après, il y a eu quelques mauvaises expériences. Mais en vrai, non, j'ai eu que des bons retours. Et en vrai, je suis content d'avoir autant donné. Par exemple, comme chez Karl Marletti, où c'était vraiment, je pense, le step où j'ai réussi, en fait, à vraiment me mettre focus sur mes objectifs personnels, de me dire que je fasse des heures. Mais tu sais, quand tu commences à 6h et tu finis à 21h et que tu fais 15 heures de boulot, quelqu'un qui a fait 6h, 15 heures, tu as travaillé 2 fois plus que lui. Parce que toi, de 15h à 21h, tu as refait 7 heures de taf. En fait, du coup, tu as 2 journées en une. Du coup, en un an, tu as fait 2 ans. La restauration, c'est 8 heures normalement. Ouais, c'est ça. Et en vrai, du coup, ça me faisait kiffer. On avait une super team avec que maintenant des mecs qui se sont lancés, qui se sont mis à leur compte. Donc en vrai, c'est kiffant. Moi, ça me fait penser, tu sais, on a tous aussi eu, enfin tous peut-être pas, mais on connaît tous quelqu'un qui a eu un prof à l'école qui lui a fait aimer une matière. Et je vois à quel point, je sais pas comment dire, mais l'humain peut te transmettre un truc. Ouais, non, moi en vrai, aucun. Je te dis la vérité. Ah ouais, aucun. T'es déjà passionné de pâtisserie, t'as rencontré des gens. Vraiment, ce que je voulais, c'était quand j'étais en seconde, du coup, j'ai fait une seconde générale. J'ai fait 3 mois, c'est travailler, apprentissage. Ça t'a fait mal l'école? Ça t'a fait perdre? Bah ouais, parce qu'en plus, moi en fait, j'aimais faire le clown, j'aimais faire rire tout le monde. Ah, c'est pas valorisé. Et ouais, bah ouais. Et en fait, après, tu passes pour un guignol. Et en fait, tous mes proviseurs, tu vois, mon proviseur, mon proviseur adjoint, monsieur Chancel de Sainte-Marie, s'il regarde cette vidéo, je veux lui dire merci. Parce qu'il m'a mis quand même pas mal la misère. Ouais. Et il m'a dit que j'arriverais à rien, tu vois. Il m'a dit, tu n'arriveras à rien. Tu continues comme ça. Et en fait, tu sais, c'est dur parce que tu vois, quand moi, vraiment, j'ai la passion, j'ai envie de faire de la pâtisserie, je me dis, c'est dur, tu vois, d'entendre ça de t'arriveras à rien, tu seras bon à rien. Tu sais, quand t'as 12-13 ans, on te dit ça, c'est dur, tu vois. Et si j'avais pas la passion, je pense que j'en serais pas là. Et moi, je trouve ça horrible. En tout cas, c'est horrible, moi, je le salue pas parce que toi, tu dis, t'as réussi à le faire, mais qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui est peut-être plus faible? Bah ouais, mais c'est ça, c'est ça le problème. Pas cette façon. En fait, je pense que c'est ça le problème un peu dans l'éducation nationale où, en fait, on ne te fait pas travailler les matières dont tu as envie et tu dois suivre un cursus qui est pas établi pour tout le monde. Et moi, je vois des gens qui ont eu des super notes, qui font des métiers qui leur plaisent pas parce qu'ils sont allés dans un cursus qu'ils n'aimaient pas. Et moi, tu vois, genre, j'ai été viré d'un collège, on a voulu me virer du deuxième. On a voulu me faire redoubler, ma mère elle a lutté contre ça, et puis tu vois au final je suis hyper heureux maintenant, et je suis avec des personnes dont j'aurais jamais pensé côtoyer, tu vois. Ouais, j'allais dire c'est plus dur d'être, je sais pas comment dire, c'est plus dur d'être entrepreneur ou pédagogue, mais tu vas me dire peut-être les deux. Les deux, ouais, bah ouais, les deux, ouais. Les deux, ça fait de l'alchimie, ouais. Ok. C'est plus dur d'être... C'est pas plus dur d'être entrepreneur. En gros, ce que je veux dire, je vais opposer l'entrepreneuriat et la passion. Oui. Et je vais essayer de comprendre...
Ah non, ok. Est-ce que c'est plus important d'avoir un job que tu kiffes ou c'est plus important d'avoir un job qui te permet de faire des choses que tu kiffes? Donc là, on parle de l'argent. Qu'est-ce que tu diras à tes enfants plus tard? Ouais, fais ce que vous aimez. Même si, en vrai s'il veut faire des vidéos, si, je sais pas, sa passion, c'est, bah, tu vois, comme mon frère, le bâtiment, si c'est les espaces verts, il kiffe jardiner, je veux dire, fonce. En vrai, fonce. Ok. Parce que c'est ce que nos parents nous ont dit. Et j'ai fait un apprentissage grâce à mes 2 parents. Ma mère m'a suivi sur tout mon cursus après, scolaire et, on va dire, d'apprentissage. Et je peux pas je pourrais jamais les remercier autant, tu vois, d'avoir fait ça. Parce qu'en vrai, c'est quelque chose d'incroyable. Tu sais, ils m'ont poussé à chaque fois d'aller dans mes passions. Et en gros, tu vois, aujourd'hui, j'en suis là de vivre de ma passion pleinement. Du coup, pour moi, le plus important, c'est de vivre de sa passion. Ouais. Vraiment. Tout le monde n'a pas de passion d'ailleurs. Ouais, tout le monde n'a pas de passion. Ou quelque chose qui te rapproche de ta passion ou que tu aimes faire. En fait, dans tous les cas, tu trouveras toujours pour moi on va dire, ton point de chute et où tu veux aller. Regardez l'heure 30 secondes à l'instant. 15h50. Ouais, hein. Bon, on prend 2-3 minutes. Non, c'est bon, on a le temps. C'est bon? Ok. Je veux te poser cette question. Tu me suis, hein? Ouais, je te suis. En vrai, c'est 2-3 minutes. Je vais avoir mes petites questions du tac au tac à la fin, mais il y a cette question qui m'intéresse. On a parlé vraiment de toi. Ouais. Est-ce que, pour beaucoup de personnes, l'entrepreneuriat requiert de la folie? Mais je pense qu'il faut se faire douleur et tout ça. Faut être un peu fou par moment. Ouais, bien sûr. Cette folie, elle peut venir d'un trauma. Ouais. Tu me vois venir avec mon big smile? Non, en vrai, est-ce que toi, il y en a un que t'embrasses aujourd'hui, tu vois, un trauma ou un événement? Quand je dis un trauma, c'est pas obligé que ce soit un truc, tu vois, mais qui est resté ancré en toi. Non, on revient pareil au mentor d'être très vite à son compte, très vite patron, et de voir, en fait, mes parents ont toujours été du coup salariés. Maintenant, ma mère est à son compte dans tout ce qui est l'immobilier, et mon père un peu pareil. Et trop drôle, c'est toi qui les as contaminés. Non, je sais pas si c'est moi qui les ai contaminés, mais en gros, moi je pense que il n'y a pas un trauma particulier, mais en vrai, c'est dur des fois, tu sais, de voir des gens travailler, pas être satisfait, de les voir tout le temps travailler pour quelqu'un, pas être reconnu à sa juste valeur, c'est difficile en vrai. Ok. C'est very clear. On va parler thunes. Je te pose mes questions du tac au tac, mais là, tu auras le droit de répondre et d'étayer tes propos. Sur l'échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureux au quotidien? 10. Sur une échelle de 1 à 10, 10? Bah ouais, parce qu'en vrai, je vis de ma passion, je suis heureux, j'arrive à me faire plaisir quand j'ai envie de me faire plaisir, profiter, j'ai une famille qui est en bonne santé. Mais si t'as des enfants, tu vas être à 11 du coup? Parce que ça marche plus là. Non, à 10, mais parce qu'en gros, tu vois, quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, en vrai, vraiment, sans faire le gars qui veut faire des grands discours, mais quand je vois ce qui se passe dans le monde, ou quand des fois je vais dans des pays, je me dis, je peux être que content. L'école a été gratuite. Des fois, je vois même quand on embauche des apprentis ou des alternants, l'école, elle est presque prise en charge totalement par l'État et par la France. Donc en vrai, je suis hyper reconnaissant, tu vois. J'ai une famille, j'ai un toit, j'ai un lit pour dormir. Donc en vrai, pour moi, c'est ça. Et j'ai de ma passion. Donc tu vois, en vrai, je pense que je suis à 10. Si j'ai des enfants, oui, je serai à 11. Et même s'il n'y a pas, je suis à 11. Ça gratte. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'es riche au quotidien? Sachant que je t'ai demandé si t'étais heureux avant. Donc. Riche, ouais, comme on disait au début, il y a plein riche. Je sais pas pour moi vraiment ce que c'est être riche, tu vois. Est-ce que, en fait, j'aimerais un jour faire le milliard, tu vois, et pourquoi pas être milliardaire, mais c'est pas pour l'argent, c'est pour le projet. Se dire, mais tu sais, il y a si peu de milliardaires, je crois qu'il y a 1000 milliardaires dans le monde. Ok. Et tu te dis, en fait, comment il a réussi à être milliardaire, tu vois, en étant à la base pâtissier. Et c'est ça, moi, qui me ferait kiffer. Alors, on se donne rendez-vous. Et bah, j'espère, ouais. Et du quoi. Donc sur 1 à 10 aujourd'hui, c'était pas milliardaire, spoiler. Non, bah oui, je suis pas milliardaire. Non, je pense que de mon objectif, 3-4, je pense. 3-4, ouais. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton quotidien, ton quotidien d'entrepreneur, t'apporte du sens dans ta vie? Comment ça, par rapport à quoi? Par rapport à ton utilité, donner du sens à ta vie, quoi, tout simplement. Là, je ne saurais pas expliquer. Non, mais ouais, bien sûr, j'ai compris. Mais sur une échelle de 1 à 10? Ouais. En vrai, 8, je pense, ouais. 8, ouais. Mais la famille, c'est plus important. Ouais, la famille, c'est plus important, parce que le projet, tu vois, j'ai 10 milliards de projets dans ma tête. Et tu vois, si je peux avoir 40 boîtes, j'ai envie d'avoir 40 boîtes, tu vois. Vraiment, je te dis honnêtement. J'ai envie d'exploser. Et même pas dans plein de projets. Boulangerie dedans, quoi. Si, bah là, c'est peut-être en projet, là. Okay. Déjà à Paris,
Et pas du coup boulangerie, vraiment un truc qui fonctionne, un truc conforte, un bon produit, Instagrammable, un peu food porn, tu vois. Bien travaillé, des bons produits. Ouais, tu seras invité, avec plaisir. Et du coup, là on travaille sur ça, du coup, avec des associés. Okay. Et vraiment, oui, avoir sa boulangerie, je pense que c'est une consécration. Développer en Afrique, tu vois, c'en est une autre. L'Asie aussi, j'aimerais vraiment retourner en Chine. Et je pense que une boutique aux États-Unis, tu vois, j'aimerais avoir une boutique à New York un jour. Et je pense, tous les pays, enfin tous les continents que tu as cités, mais je me dis les US, ils raffolent tellement des Français. Je sais qu'en Chine aussi. Ouais, en Chine aussi, mais aux US, ouais. Je suis retourné là pour le Nouvel An, du coup, avec Dorian, et on a fêté le Nouvel An là-bas. C'est vraiment cool, les US. Et ouvrir sa pâtisserie française à New York, ce serait quand même un truc de ouf. Oui, à Los Angeles, hein, je vais me faire péter les prix, mon gars. Ouais, non, tu peux te régaler. On s'est fait éclater sur les prix. Pour dernière question, sur une échelle de 1 à 10, à quel point ce même quotidien d'entrepreneur est difficile pour toi? Ou te demande de l'effort? 8-9 quand même. Hein. 8-9, hein. Bah, parce que tu vois, t'es jamais en vrai sur... t'as jamais de sécurité. Tu vois, si on travaille pas avec NoSense, on rentre pas de clients, t'es pas payé, quoi. T'as pas d'argent. Pareil sur IGA, du coup, t'es obligé de refaire du consulting. Donc, c'est dur, c'est du stress quotidien. Ouais, des fois, là, en vrai, je passe une... Avec le consulting, j'étais très bien. Là, je passe une phase vraiment très dure, tu vois, parce que, en fait, comme j'ai fait les projets, NoSense, il y a le consulting, j'ai continué. Il y a IGA, il y a la marque de vêtements qui arrive, donc c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Bien sûr. Il y a pas mal de projets, donc c'est vrai que c'est dur et c'est pesant financièrement et même moralement. Et j'allais dire, juste sur, on en a parlé, mais le plus important, c'est la gestion du temps, mais... comment tu arrives à prioriser? Est-ce que c'est au gut feeling et tu sais que là, je sais pas, Dorian a besoin de toi et tu vas répondre? Ouais, c'est comme ça. Ouais. Ok, c'est pas genre là, c'est sûr que ça va me ramener de l'argent plus. Non, c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis que j'ai pas, on va dire, d'hygiène alimentaire et le sport, c'est difficile parce qu'en fait, on va où il faut aller, tu vois, où il faut combler les trous. T'as fait des tests psychologiques ou personnalité, tout ça? Non. Okay. Tu réfléchis de manière différente des autres ou pas? Tu sais pas? Beaucoup de gens me disent c'est sûr t'es TDAH ou t'es speed et tout. Ouais, ça va très vite. Ouais. Et un peu dans tous les sens. Ouais, un peu dans tous les sens. Et c'est pour ça que tu vois, ça me fait du bien maintenant de rencontrer des personnes enrichissantes. C'est pas... ok. Mais pour... Moi, tu fais de canaliser. Ouais. C'est un peu comme ça aussi. Non, mais enrichissantes et vraiment posées sur des projets pour me dire, vas-y, step by step. Dorian est comme ça. Dorian, il est plus comme ça. Ouais, il est plus mais quand je lui propose un projet, ils foncent aussi. Hein. Non, mais je veux dire, il part moins dans tous les sens. Ouais, un peu moins. Ouais. Bon, je m'excuse à tous les auditeurs. J'ai la manie d'inviter des gens, on va dire TDAH comme moi ou quoi, et ça part en vrille, les podcasts. Ouais. Et en plus, à chaque fois, je dis j'ai pris des notes, mais elles sont sur l'iPhone qui filme. Donc voilà, bon. J'espère que tu as pris du plaisir, cher Adrien. C'était un super moment, j'ai pris énormément de plaisir. Merci de m'avoir reçu. Merci à toi. Merci à l'hôtel Portales pour nous avoir accueillis. Pour ce magnifique lieu où j'avais enregistré avec Clarisse Castan, que tu connais aussi. Que j'adore, vraiment une très belle personne et vraiment vraiment, Clarisse, je pense que c'est vraiment un mentor aussi, tu vois. Une idole, tu vois, c'est de faire ce qu'elle fait, c'est vraiment incroyable. Une badass. Ouais, vraiment forte. Bon, allez, je termine avec ça, j'aime bien, mais un grand merde à toutes les personnes qui nous écoutent. Ouais. Tout n'est pas rose, tout n'est pas linéaire, mais... faut se lancer, il faut croire en soi, il faut vivre, il faut kiffer, il faut vivre de sa passion. On n'a qu'une vie, le temps il passe vite et c'est hyper important. Mic drop. Non, drop pas. Allez, un grand merci Adrien et à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao.